ok. Sur le scanner cérébral en particulier, au début on voit rien parce que c'est une sorte de bouillabaisse de gris clair et gris foncé, franchement on reconnaît rien. Et ensuite, voilà, une fois que vous êtes vraiment capable de, ok, ça c'est normal, et là c'est pas comme d'habitude, donc il y a un truc pas normal, vous essayez de comprendre pathologie par pathologie, bah tiens, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Voilà, et en parallèle, normalement, vous allez avoir des cours. En fait, c'est un mélange de tout, hein, vraiment. Un peu d'enseignement théorique, beaucoup de pratique, et beaucoup de travail personnel dans votre coin à travailler l'anatomie, travailler sujet par sujet, et concentrez-vous sur les urgences au début, parce que voilà, faut être capable de gérer ça, et après vous allez bien l'apprendre. Du développement des gros acteurs de la téléradiologie. Alors la téléradiologie, c'est pas nouveau, hein. En France en particulier, je sais qu'il y en a 3-4 qui existent principalement, la CGTR, IMADIS. Moi j'ai un peu travaillé pour Télédiag. La téléradiologie, ça rend beaucoup de services de certaines façons, pour la permanence des soins en fait, pour garder par exemple vous avez, ça permet de mettre en commun des ressources pour gérer les urgences et la radiologie à distance la nuit. Pour ça, c'est super. Par exemple, vous allez avoir un petit centre hospitalier qui accueille des urgences à différents endroits dans une région, mais qui sont pas super peuplés, avec pas un très gros flux de patients. Vous pouvez avoir la téléradiologie qui va permettre, avec un pool de médecins qui gèrent les urgences, d'une dizaine ou plus de sites, et qui permettent de maintenir la permanence des soins de radiologie avec juste 1 ou 2 manipulateurs sur place qui sont avec un workflow qui est bien organisé pour qu'il y ait une communication qui soit possible entre les médecins demandeurs, les manipulateurs sur place et les téléradiologues. Pour ça, c'est génial, ça rend énormément de services. Après, la téléradiologie, pour tout et surtout pour l'activité programmée, l'activité de spécialité, moi je trouve ça dommage. Je pense que c'est une façon dégradée de travailler. On peut pas voir le patient, on peut pas facilement ajuster à la volée les examens. Et d'un point de vue personnel, après ça c'est très personnel, moi j'aime pas travailler depuis chez moi. Alors après il y a des gens qui font de la téléradiologie depuis des centres dédiés à la téléradiologie. Alors franchement, faire de la téléradiologie pour ne pas aller travailler sur place, mais aller travailler dans un centre avec une machine à café et des collègues, moi je vois pas l'intérêt. Pour moi, l'intérêt de la téléradiologie, c'est vraiment surtout la gestion des urgences à distance et la permanence des soins dans des endroits qui sont pas hyper accessibles. Voilà, on est un peu les déserts médicaux, etc. Et c'est pour permettre au radiologue d'arrondir ses fins de mois en vacances ou de travailler en slip depuis chez lui. Moi, j'aime pas trop ça, mais ça convient à beaucoup de gens. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est une part qui est utile. Je pense que c'est utile la téléradiologie, mais je pense pas que c'est une bonne idée de remplacer la totalité de l'activité de radiologie, en tout cas notre façon de travailler, en restant à distance, parce qu'il y a des choses qu'on peut gérer qu'en étant sur place, et c'est quand même beaucoup mieux de voir les patients et de rester connecté au terrain et pas d'être 100% à distance. Voilà, c'est mon opinion. Alors, pourquoi ostéo-articulaire comme spécialité ? Meilleur CHU pour s'y former. Alors dans Paris ou en dehors de Paris ? Parce que dans Paris, c'est particulier, parce qu'à Paris, il y a un peu de tout. En dehors de Paris, souvent, il n'y a pas trop le choix, parce que ça dépend de où est-ce que vous avez choisi votre spécialité, si on parle d'un internat en France. Pourquoi l'imagerie ostéo-articulaire ? Moi, parce que je trouvais ça super cool. Et c'est hyper vaste, parce que l'imagerie ostéo-articulaire, c'est plein de petites pathologies, mais ça gère toutes les pathologies musculo-squelettiques, mécaniques, les gens qui ont des douleurs, et ça va de toutes les articulations, des temporomandibulaires aux doigts, aux pieds, aux rachis. Il y a des choses à la frontière entre la neuroradiologie et l'imagerie ostéo-articulaire pour toute la colonne. L'imagerie ostéo-articulaire, c'est aussi toutes les tumeurs des tissus mous. C'est pas un truc le plus fréquent, mais c'est un truc sur lequel c'est nous les experts. Alors que vous voyez, vous faites l'imagerie cardio-thoracique, vous allez voir que des poumons et des vaisseaux. Bon, vous faites l'imagerie cérébrale, de la neuroradio, vous allez voir que des cerveaux, des IRM cérébrales, vous ne ferez jamais d'échographie ou exceptionnellement, si vous faites les nerfs. La gestion des urgences, c'est pas hyper intéressante à mon sens. Bref, c'est une question de goût en fait. Moi j'ai juste préféré ça. Je trouve que c'est hyper vaste, hyper intéressant. Il y a tout le côté traumatologie du sportif, il y a la partie rhumatismale, il y a la pathologie dégénérative, tous les gens qui ont des douleurs pour différentes raisons, les pathologies professionnelles. Je trouve que c'est juste super vaste, super intéressant, et c'est probablement l'aspect où il y a le plus à connaître d'anatomie pour le coup. Donc il y a toujours plus de petites choses à apprendre. Voilà, je trouve ça cool. Et puis après, il ne faut pas oublier que je ne fais pas que ça. Quand on fait une spécialité en radiologie, on fait cette spécialité,
mais on est un peu obligé quand même de faire d'autres choses. Par exemple, je fais quand même un peu d'oncologie, on a des fois quand même quelques urgences. Alors notre clinique n'accueille pas des urgences en dehors, on n'a pas de service d'accueil des urgences, mais ça arrive quand même, hein, les gens qui viennent, qui font un examen pour douleur abdominale, on leur trouve un truc. Voilà, ça permet de garder un peu de variété, hein, mais l'ostéo-articulaire, pour moi, c'est vraiment c'est ma passion, quoi, c'est les trucs que je préfère. Et aussi, ah oui, dernière chose, l'ostéo-articulaire, c'est génial parce que il y a de l'IRM, beaucoup. Il y a du scanner pour certaines choses de spécialité, le scanner, parce qu'on fait des arthroscanners, on fait des scanners ostéo-articulaires un petit peu particuliers pour les gens qui ont des opérations, des prothèses, des choses comme ça. Il y a de l'échographie des nerfs périphériques, l'échographie de certaines articulations, ça peut être très informatif. Il y a des choses sur lesquelles l'échographie a vraiment une place utile, surtout pour le côté dynamique. Hein, par exemple, regarder un doigt à ressaut, on va pouvoir voir le ressaut à cet endroit-là du tendon sous la poulie serrée qui est constrictive. On peut avoir les instabilités des tendons, de l'extenseur ulnaire du carpe, les instabilités du nerf ulnaire au coude. On peut tester les ligaments après une entorse, voir s'il y a une bonne cicatrisation, s'ils sont lâches ou pas. Tout le côté dynamique de l'échographie, c'est cool. Et il y a la radio, c'est une des spécialités où la radio standard a encore une réelle place. Donc voilà, c'est vraiment la... Alors que bon, quand on fait de la neuroradio, on fait quand même de l'IRM et de l'IRM, quoi. Et du scanner quand vraiment on est obligé, mais souvent quand même de l'IRM. Donc bon, je trouve que c'est plus vaste, j'aime bien, c'est plus varié. Alors, pour quand une vidéo qui détaille ta méthode de travail pendant l'externat? Alors, non, c'est pas moi qui ai créé les broches de Kirchner, et attention, il n'y a pas de S à Kirchner, les broches de Kirchner, il n'y a pas de S. C'est pas moi non plus, attendez, on va revenir à la question sur l'externat, mais Kirchner, c'est un nom qui a fait pas mal de trucs, mais c'est aucun de la famille. Hein. Le peintre Alois Kirchner, pas Alois, pardon, ça c'est mon frère. Il y a un peintre Kirchner allemand, impressionniste, je crois. C'est pas de la famille. Il y a les présidents argentins, c'est pas de la famille. Il y a la broche chirurgicale de Kirchner, c'est pas de la famille. Bon, voilà, mais c'est pas moi. Alors, ma méthode de travail pendant l'externat, alors ça dépend. Quand j'étais en échec scolaire à choisir les derniers stages à la fac, à devoir redoubler ma 4e et ma 6e année pour avoir les spécialités que je veux, ou la méthode de travail pendant ma 6e année numéro 2 pour essayer de faire quelque chose de ma vie. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Parce que ma méthode de travail au début de l'externat, c'était essayer de faire des rankings orange sur le DPS dans World of Warcraft. Donc c'est pas forcément idéal pour faire radio à Paris finalement. D'accord? C'est juste voilà. Juste pour vous prévenir que j'ai pas forcément été un exemple en matière de méthode de travail. Conseil pour jeunes internes de radio. Alors oui, j'ai déjà dit, mais franchement, conseil pour jeunes internes de radio. Putain, il y a trop de choses à laquelle il faut que je réponde là. Alors d'abord, le CHU pour l'ostéo-articulaire, parce que j'ai dit pourquoi je voulais le faire, mais comment est-ce qu'on l'apprend? Dans Paris, il y a plusieurs services d'excellence en imagerie ostéo-articulaire. Vous n'allez pas forcément y avoir accès direct hein, si vous êtes en début d'internat. Alors après, maintenant, il y a la phase SOC, mais en phase SOC, vous n'allez pas profiter en fait de l'expertise des sondes parce que vous êtes trop occupé à faire. Et là, je rejoins la question sur le conseil de jeunes internes de radio. Jeunes internes de radio, vous vous accrochez à vos chefs. Vous essayez d'en extraire le plus possible d'informations. Si vous sentez qu'ils sont saoulés, vous reculez un peu, mais vous revenez quand même souvent le temps à la charge pour qu'ils vous donnent, vous expliquent. Et quand vous ne comprenez pas un truc, vous le notez. Si la personne avec laquelle vous êtes n'est pas disposée à vous expliquer, notez-le pour ne pas oublier. Et la prochaine fois que vous avez une opportunité, vous reposez la question. Sinon, après, vous pouvez travailler dans votre coin et relire un truc vraiment super efficace. Ce que je disais, c'est vous relisez les vacations des urgences qui ont été faites la nuit. Et vous n'y allez pas en regardant d'abord le compte-rendu, puis ensuite les images. Ah oui, c'est ça. Non, vous essayez, vous vous mettez en condition. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Vous allez être emmerdé parce que vous n'y comprenez rien, vous ne savez pas ce qu'il y a, quel est le problème. Puis après, vous ouvrez le compte-rendu, vous dites « Ah putain, oui, je suis débile ». Et à force de vous dire que vous êtes débile, ça va finir par rentrer. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Pensez-vous qu'il vaut mieux être radiologue aux États-Unis ou en France? Je n'ai pas trop le choix. Je pense qu'on est plus riche aux États-Unis, mais je pense que la vie d'un médecin aux États-Unis n'est pas forcément idéale non plus. Et j'aime pas le système de santé aux États-Unis est très particulier. Je ne sais pas si c'est mieux ou c'est moins bien. Après, vous gagnez plus d'argent aux États-Unis, c'est sûr. Donc j'en étais oui, les CHU d'ostéo-articulaire à Paris. Donc il y a la Pitié-Salpêtrière.
ils sont bons en plein de trucs. Et le service de radiologie a une partie ostéo-articulaire avec des gens qui sont très forts. Il y a Lariboisière. Moi, personnellement, j'ai été à Garches et à Lariboisière quand j'étais interne. À Garches, c'est le service du professeur Robert Carlier. Et ils sont très spécialisés dans la pathologie de la colonne vertébrale, les scolioses, ce genre de choses-là. Même pour apprendre les bases de l'imagerie ostéo-articulaire, c'est très bien. Et aussi, ils font beaucoup d'infiltration et ils laissent beaucoup faire les internes, à moins que les choses aient changé. Et donc, c'est là où j'ai commencé à apprendre à faire des petits gestes, des petites infiltrations. Et ils laissent bien faire. Et il y a, après, il y a Cochin, l'hôpital Cochin, avec le service. Avant, c'était le professeur Drapé, maintenant, c'est Antoine Fédy, si je dis pas de bêtises, qui est chef de service. Et là, c'est vraiment le centre de référence pour tout ce qui est. Il y a les pathologies rhumatismales et les tumeurs ostéo-articulaires, enfin les tumeurs des tissus mous, tumeurs osseuses. Vraiment, ils sont experts là-dedans. Ils travaillent avec un service d'excellence d'orthopédie. Enfin, c'est super. Et donc, Lariboisière, beaucoup de rhumatologie à Lariboisière. Voilà, après il y en a d'autres, on fait de l'ostéo-articulaire, il y a Saint-Antoine, il y a, si vous avez la possibilité d'aller à... Comment ça s'appelle ? Moi j'y suis pas allé, donc je me souviens plus. Je suis pas très bon pour les noms. Voilà, moi je dirais Lariboisière, Cochin, La Pitié, Garches. Hein, c'est là où vous pouvez apprendre le plus l'ostéo au début. Puis après, en dehors de Paris, il y a des centres qui sont bien reconnus. Le CHU de Toulouse a des bons centres, un bon centre pour l'imagerie ostéo-articulaire. Traditionnellement, il y a aussi Anne Cotten qui a quand même écrit un énorme bouquin, on s'appelle Le Cotten. Voilà, on l'utilise tous. Ça et Laredo, donc Jean-Denis Laredo, qui était anciennement le chef de service de Lariboisière. C'est un peu eux qui ont fait des écoles vraiment de pensée en imagerie ostéo-articulaire française. Et vous allez forcément utiliser leur bouquin. Hein. Le Cotten, c'est vraiment la référence pour plein de trucs. Le Laredo est très utile aussi pour surtout les pathologies tumorales et tout. Et donc, si vous allez dans le service d'Anne Cotten à Lille, c'est un excellent centre d'imagerie ostéo-articulaire. Vous allez beaucoup apprendre. J'y suis pas allé personnellement. Et à l'école de Nancy, quand même. Je viens de Nancy à la base, Cocorico. Avec le professeur Blum, donc le service de Nancy, d'ostéo-articulaire de Nancy. Après, en dehors de France, il y a un service en Belgique qui est hyper connu pour l'imagerie ostéo-articulaire, mais bon, voilà. Après, vous faites ce que vous pouvez dans votre internat. Si vous devez faire des interchus, c'est pas mal. Mais il faut pas oublier que l'ostéo-articulaire, ça s'apprend certes en théorie. Après, il faut en bouffer énormément. Et moi, j'ai énormément progressé et travaillé pendant mon clinica en travaillant dans le privé, en fait, en faisant des remplacements. Donc, c'est indispensable. C'est indispensable pour vraiment devenir bon. Il faut travailler dans votre coin et pas que être à l'hôpital en espérant qu'on vous donne à la petite cuillère le savoir. Il faut aller le chercher. Et à chaque fois que vous avez un dossier que vous ne comprenez pas, il faut le garder, il faut le montrer, il faut que quelqu'un vous explique. Vous trouvez une solution. Première tentative. La deuxième. De quoi parle-t-on, la deuxième de quoi ? J'ai pas compris. Non, je sais. Aéri 58 a posé la question, je me recoupe trop bien avec la première tentative. Bon, ok, j'ai pas compris, c'est pas grave. Est-ce que j'ai été clair dans mes réponses pour l'instant ? Un DU ou DU à recommander en France pour apprendre l'imagerie MSK. Alors moi, c'est un peu particulier, j'ai pas fait de DU, juste parce que j'ai fait 2 stages d'internat, et ensuite j'ai fait mon clinica là-dedans, et j'ai bossé finalement avec l'enseignement en pratique clinique. Mais il y a effectivement il y a un DU d'imagerie ostéo-articulaire qui est géré justement par de mémoire l'hôpital de Toulouse, non ? Attendez. Le DU de radiologie d'imagerie ostéo-articulaire de l'université de Toulouse. Voilà, ça c'est un grand classique et vous pouvez y apprendre plein de choses. Pour toute la partie théorique en tout cas. Ah, la deuxième tentative de la 6e année pour la méthode de l'externat. Bon alors, oui, ok. C'est bien de vous trouver un pote avec qui travailler. Personnellement, moi j'ai recommencé la 6e année, après on va dire une période d'une semaine de léger abattement, on s'est dit ok, on recommence. Et j'étais avec mon ami Christophe, on a voulu recommencer tous les deux, et en gros on bossait ensemble 6 jours sur 7, quoi. Ça dépend de comment sont organisés vos stages, parce que dans une certaine mesure, vous êtes quand même encore obligé d'aller faire des stages à l'hôpital. Moi, c'était du mi-temps. Donc le matin, on était en stage, et l'après-midi, on allait à la bibliothèque universitaire.
faut voir que moi, là, ma deuxième tentative, c'était la première année des IECN en QCM. Ma première tentative, c'était la dernière année avec la méthode rédactionnelle. On n'apprenait pas de la même façon les items, mais ça vous concerne plus trop. Personnellement, ce que je faisais, c'est que je m'étais fait un programme sur la théorie de comment est-ce que je fais un tour pour avoir fait mon premier tour totalement en un peu plus d'un tiers du temps, je crois à peu près la moitié du temps que j'avais de préparation pour l'internat, pour le CN. Et ensuite, j'ai essayé de remettre 2 autres tours de suite, ensuite. Et donc, je me donnais un nombre d'items à faire par jour, en faisant plus quand c'était des petits, en faisant moins quand c'était des gros. Et je les faisais, je les révisais. Puis après, de toute façon, constamment dans votre tête, avant de vous coucher, en permanence, vous pensez à ça et vous révisez dans votre tête. Et le but, c'était vraiment, à la fin de la journée, avoir fait le tour de mes 3 items, ou 4 items, ou 5 items que je devais faire dans la journée. Et avec mon pote Christophe, on s'organisait 2 fois par semaine en général, une séance où vraiment on faisait des cas cliniques. Alors on en faisait un peu dans notre coin aussi, mais sinon on se mettait ensemble devant des banques de cas cliniques et on les faisait ensemble. Voilà, et juste en fait le fait d'avoir un compagnon de travail, ça vous discipline, quoi. Ça vous permet de tout le temps être rigoureux, voilà, régulier, rigoureux. Il faut quand même que vous gardiez un jour de repos parce que sinon vous allez devenir fou. C'est bien d'avoir une activité qui vous fait penser à autre chose. Moi personnellement, je m'étais remis au piano. C'est la seule année quasiment de ma vie où j'ai vraiment fait du piano très régulièrement. Alors, j'ai jamais été très bon, mais je jouais, j'avais repris des cours et je faisais du piano 1 fois par semaine comme ça. Et donc le soir, je faisais un peu de piano, le dimanche, je faisais un peu de piano. J'avais vraiment levé le pied sur ce qui, je sais, allait me manger trop de temps. Donc je jouais beaucoup moins des jeux vidéo. Après, c'est revenu ça. Voilà, mais juste rigueur et régularité. Travailler non-stop, ça pas bon. Il faut être juste super régulier, avoir votre routine, beaucoup bosser la théorie, beaucoup de par cœur, et vous donner des moments fixes pour bosser les cas cliniques. Et les dernières semaines, ça sert à rien de reviser 1 ou 2 items. Il faut bouffer des tonnes de cas cliniques, et si vraiment vous détectez là il y a une lacune, il y a un problème, vous remettez un petit coup de peinture, on va dire, mais les 2 dernières semaines, c'est bien vraiment de balayer super large, superficiel, mais super large, juste en mangeant des dossiers, pour voir, ça vous permet de voir tout de suite, là vous n'êtes pas au point, vous relisez, voilà, pour rafraîchir une dernière fois sur les points les plus importants. Voilà. Good luck. D'autres questions ? Parce que ça commence à faire un petit peu loin, là, vous posez des questions sur comment passer l'internat. Je l'ai passé en 2016, quoi. Ça fait 10 ans, quoi. Là, pardon. Est-ce que quelqu'un d'autre a posé une question ? Interne de radio, les broches de Kirchner, non. Vous avez une question éventuellement de radiologie en particulier ? Une pathologie, un truc, une question ? Envisagez de faire mon internat en Suisse. Alors oui, j'y ai pensé, surtout en fait à la fin de ma première D4 où j'ai pas fait le score que je voulais, parce que j'ai dû rattraper l'envie de faire la radio. Alors déjà, mon internat en Suisse, oui, j'y ai pensé. Le problème, c'est que c'était pas si simple que ça. C'est possible aussi, au contraire, de faire le clinica en Suisse à la fin de l'internat. En fait, il faut voir à quel moment vous avez l'opportunité de faire ce genre de choses, mais voilà, c'est pas des choses qui sont simples, hein. J'avoue que je m'étais vite fait intéresser à la question. Il faut aller chercher des lieux de stage et ensuite il faut pouvoir valider l'internat et ensuite faire valider votre diplôme en France quand vous faites l'internat en Suisse. Faire le clinica, c'est plus facile si vous trouvez un poste. Et les règles changent régulièrement, surtout que la Suisse, en partie francophone, a pas mal durci les règles d'accès pour les médecins étrangers. Donc oui, j'y ai pensé. Je pense que c'est super d'aller travailler, de découvrir comment on travaille dans des endroits. J'ai une amie qui était co-interne avec moi en 8e semestre et qui a trouvé un poste à l'hôpital de Lausanne et qui là, il travaille toujours, si je dis pas de bêtises. Elle fait de l'imagerie ORL en particulier. Ça peut être très intéressant, mais pour moi, j'ai pas eu l'opportunité de le faire, ou j'avais des alternatives en France qui étaient mieux. Mais toi, t'allais à la Réunion. C'est vrai. Par contre, j'ai fait 6 mois à la Réunion. Un truc que je vous recommande, un conseil que je peux vous donner aux internes, surtout si vous êtes interne parisien, après de partout en fait, c'est utile, c'est d'aller faire un interchu.
L'interchus, c'est super parce que ça vous permet, dans votre maquette, de peut-être glisser une spécialité plus tôt que ce que vous pourriez faire dans votre internat normal. Moi, personnellement, j'étais pas super bien classé dans ma promo de radio, et donc j'avais pas le luxe d'avoir autant de choix de stages, de spécialités que j'aurais voulu. Et en faisant la neuroradiologie, en allant au service de neuroradio du CHU de La Réunion, ça m'a permis de libérer un de mes plus vieux semestres, justement pour faire de l'imagerie MSK. Donc ça, c'est une chose cool à faire. Et puis franchement, 6 mois à La Réunion, ça dépayse, quoi. Alors, c'est pas pareil que d'y être en vacances, hein. Surtout que si vous êtes en radio à La Réunion, en semestre d'hiver, comme moi, donc semestre d'été en France, hiver à La Réunion, il fait nuit à 18h. Hein. Donc, vous vous levez, vous allez au travail, il fait nuit, vous repartez, il fait nuit. Par contre, vous pouvez profiter de l'île le week-end. Alors, l'idée de faire de la radio, c'est mon papa qui m'a dit de faire ça en rigolant, avant même que j'ai fait médecine. Je dis oui. Puis après, en fait, j'ai découvert qu'il avait raison parce que tout le côté geek, ordinateur, technologie, je trouvais ça génial. Je suis très visuel, j'adore les images. Et en fait, quand j'étais externe, j'ai passé dans différents stages, forcément. J'ai su assez rapidement ce que je voulais pas faire. Et après, j'aimais bien les idées de faire une spécialité médicale. Mais en fait, le côté transversal de la radio, le fait que ça touche à tout, et le fait qu'il y ait des images, de la technologie et tout, je trouvais ça génial, c'est tout. J'espère juste que ça va continuer à être cool et qu'on va pas être remplacé tout de suite par des robots. On rigole. On rigole. On va pas détenus par des radiologues pour la plupart, pour certains en partie détenus par des radiologues, tous avec des organismes financiers qui donnent juste finalement une participation financière avec un but de retour sur investissement sur un cycle de quelques années, avant d'être acheté par une plus grosse structure, avant d'être acheté par une encore plus grosse structure, etc., qui n'ont absolument pas la qualité de la prise en charge des patients, le côté intéressant de la spécialité à cœur. Leur but, c'est de rendre l'activité plus rentable pour avoir un retour sur investissement. Ça, c'est un vrai problème qu'il y a actuellement. Il y a des obstacles réglementaires, il y a une organisation de la profession. Il n'y a pas que la radiologie qui est concernée, il y a quasiment finalement toutes les spécialités médicales rentables en France qui le sont. Mais la radiologie est vraiment dans le mode d'exercice du radiologue. Déjà, le radiologue seul dans son petit cabinet qui fait de la radio-écho, ça n'existe plus, ça ne devrait plus exister de toute façon. Mais le radiologue indépendant ou le groupe de radiologues indépendants c'est menacé par le fait d'avoir des grosses structures détenues en grande partie soit pas par des radiologues qui prennent le contrôle et qui ensuite modifient l'exercice. C'est un vrai danger pour la spécialité, c'est un vrai danger pour les patients, parce que les patients ils se retrouvent à avoir des médecins qui ne vont pas pouvoir les prendre en charge pour leur meilleur intérêt, mais au contraire pour l'intérêt financier de la maison mère. Bon, on espère que les choses ne vont pas évoluer de façon aussi dramatique que pour la biologie médicale, mais ça c'est un truc qui est plus concrètement un danger pour la pratique du radiologue lambda en France que l'avènement de l'IA. Alors, alors oui, le Conseil de l'Ordre. Après, actuellement, le Conseil de l'Ordre, il relie les contrats d'association et tout, mais il est pas. On a honnêtement pas de grande confiance dans la capacité du Conseil de l'Ordre à défendre les intérêts de nos spécialités et des médecins en général. Pas une grande confiance. Alors, on a tous été harcelés. Alors bon. Le harcèlement, la toxicité à l'hôpital, n'en parlons pas trop là actuellement, c'est vrai que ça peut arriver, d'accord. Moi j'ai eu de la chance, globalement j'ai pas été dans des milieux particulièrement maltraitants pendant mon externe, mon internat. J'ai eu une fois un chef de service vraiment toxique, j'ai eu des chefs vraiment méchants, mais c'était temporaire. Par contre oui, si vous avez le choix de savoir où est-ce que vous mettez les pieds, renseignez-vous avant, d'accord. Si vous savez qu'il y a des problèmes avec la hiérarchie, pour pousser à l'extrême, imaginons, vous envisagez d'aller à l'IHU Méditerranée Infection sous le règne de terreur de Didier Raoult, peut-être n'y allez pas, vous n'allez pas pouvoir changer le système, vous allez devoir le subir. Donc voilà, soyez prudents. Et quand vous êtes dans cette situation, c'est compliqué, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est harcelé au travail ? Je peux pas trop répondre à ça, j'ai pas eu la malchance d'être dans cette situation, mais faut pas rester seul, faut pas que l'omerta se perdure, il faut alerter faut alerter autour de vous. Après le problème c'est que voilà, si
si vous faites face à un système aussi développé que celui de Didier Raoult, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose et Didier Raoult aura la possibilité de vous broyer. Donc bon. Mais ça, c'est pas propre uniquement à l'hôpital public, heureusement. Enfin, malheureusement. En radiologie, honnêtement, en tout cas à Paris, la radiologie à Paris, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça se passe mal. Les quelques endroits où ça s'est mal passé, les internes avaient réellement des capacités à, on va dire, à se défendre, notamment par la notation des stages. Et il y a des services qui ont été désertés d'internes pendant plusieurs semestres de suite. Et ça a fait tellement de mal à l'organisation du service, parce que d'un seul coup, il n'y a plus d'internes pour faire le travail, que les choses ont changé. En dehors de Paris, c'est plus compliqué, parce que vous avez juste un CHU ou deux, avec un ou deux chefs de service qui ont tout pouvoir sur vous, c'est plus compliqué. L'avantage d'être à Paris et en radiologie, c'est qu'il y a beaucoup de postes possibles, beaucoup d'endroits où vous pouvez aller, et les internes ont un réel pouvoir de se défendre. Pardon Leïla, j'espère que c'est une blague, j'espère, non? J'espère que tu plaisantes. Tu penses vraiment que que je les invente, les allégations de mauvais comportement de Didier Raoult, s'il te plaît? Enfin, heureusement, Didier Raoult n'aura pas une grande capacité à me nuire, à moi. Je regarde pas à la télé. Ouais, ça passe pas non plus à la télé, mais oui, tout le monde sait que la vie à l'IHU, c'était l'enfer sur Terre pour tout le monde qui y travaillait. Hein. Avec un tyran au sommet, ses sycophantes et tous les autres qui doivent obéir. Des retours concrets, j'ai eu pas de gens que je connaissais directement, parce que je travaille pas du tout dans ce milieu-là et je n'y suis pas allé moi-même. Je connais par contre des gens en biologie qui y sont allés, qui connaissent des gens qui y sont allés, etc. Des conseils de livres ou de chaînes YouTube à conseiller pour un étudiant de première année de médecine. Honnêtement, moi, ma première année de médecine, mes conseils ils sont rances, ils datent de 2008-2009 et j'utilisais pas YouTube pour bosser à ce moment-là du tout. En livre, il y a un seul livre que j'ai utilisé en première année de médecine, c'est celui-ci. C'est mon éther, c'est l'Atlas d'anatomie. Vous pouvez prendre celui-ci, le Gray's Anatomy, sinon l'Atlas de Gray's. Avoir un bouquin d'anatomie, c'est indispensable, je pense. Voilà, avec des belles planches d'anat pour apprendre l'anatomie de première année. Les muscles, le système musculo-squelettique, la neuroanatomie, tout ça. Ça dépend ce que vous avez au programme de votre première année. Ça change un peu en fonction des endroits et ça change au cours des années. Sinon, non, normalement, toutes les ressources dont vous avez besoin, elles sont fournies par la fac, normalement. Maintenant, il y a beaucoup de ressources qui sont en ligne, alors que moi, effectivement, c'était tout en cours magistraux où je rédigeais et où j'apprenais mes cours à la main. Mais ça a changé, ça. Sérieusement, je te dis, radio cette année à l'avenir, c'est une spé toujours 100% safe avec la... Qu'est-ce que vous entendez par 100% safe avec l'IA Non, comme d'hab, la radio, ça va changer. Beaucoup de choses vont changer en médecine, comme dans d'autres métiers. Par exemple, si là, vous demandez à un programmeur Python, est-ce que vous me recommandez, est-ce que vous lui conseillez son métier? Alors quand même, il y a quand même une grosse attaque sur qui met en danger la place des développeurs juniors dans ce domaine-là, par exemple, tout ce qui est communication, marketing, illustration, traduction. Voilà, est-ce que la radio est plus en danger que ces métiers-là? Honnêtement, je ne pense pas. Et elle paye plus. Et la radio, ça paye plus, c'est vrai. Par contre, c'est un peu plus d'investissement peut-être pour commencer. Moi, en tout cas, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée de faire de la radiologie actuellement, vu les informations qu'on a sur l'état du métier et sur la capacité des IA à nous remplacer actuellement. On va bientôt s'arrêter, je pense, non? Allez, je vais prendre encore une dernière question et on va aller s'arrêter parce qu'il est bientôt 18h.
Moi, j'ai une question à vous poser là. Est-ce que vous pensez que les radiologues en général et les gens en médecine en particulier, en général aussi, ont plus tendance à être geeks que la plupart des autres corps de métier? Est-ce que vous pensez ça? Pourquoi est-ce que j'ai choisi médecin? Mes parents sont médecins. Mon grand frère a été un brillant étudiant qui a fait maths sup, maths spé, polytechnique, etc. Ma sœur a fait du droit. Et donc je me suis retrouvé, je suis moins fort à l'école que mon grand frère. Il faudra quand même toujours qu'il y en ait un pour signer des ordonnances. Donc je vais faire médecine. Voilà ce qui s'est passé dans ma tête. Est-ce que je pense que les études de médecine deviendront payantes en France dans un futur proche, environ 5 ans? Non, je ne pense pas. Alors, on paye quand même l'inscription à la fac, on paye quelques centaines d'euros, mais rien à voir avec ce qu'on paye à l'étranger pour rentrer à la fac. Non, je ne pense pas. Je pense que le système actuellement qui fonctionne, c'est des études publiques avec, on va dire, des campus universitaires pas beaux et pas de trucs très très fun, mais quand même une bonne qualité d'enseignement et gratuit. Mais toujours avec une grosse sélection à l'entrée. Oui, payé. Voilà, moi je pense que ça va pas changer ça. Vraiment pas. C'est pas en tout cas dans l'air du temps. Je fais une... Oh, attends. Allez, dernière question de Richard Breton. Salut, je fais une dépression sévère. Est-ce que les pensées intrusives devraient disparaître après? Alors, tu es en train de poser une question de psychiatrie à un radiologue qui a pour la dernière fois vu de la psychiatrie quand il était en 6e année de médecine. Donc j'ai envie de te dire, ce n'est clairement pas une bonne idée. Ceci dit, les pensées intrusives, ça fait partie des troubles psychiatriques associés à la dépression sévère. Je ne peux pas te répondre, mais j'espère que oui. Et normalement, avec un traitement adapté, ça devrait partir. Ceci dit, il faut consulter un spécialiste. Il faut aller voir un psychologue ou un psychiatre. Pas moi. Et tout dans l'air bien. Surtout pas moi. Est-ce que le diplôme de médecine française, j'ai dit que c'est la dernière question, mais c'est pas vrai, est reconnu au Canada, aux États-Unis? Non, il n'est pas reconnu au Canada, aux États-Unis directement. Aux États-Unis, il n'y a rien qui est reconnu. Il faut tout refaire à la main, à part quelques voies de garage d'exception. Au Canada, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est aussi très très strict pour ce qui est d'accéder. Après, il n'y a pas de reconnaissance directe automatique du diplôme, mais il y a peut-être la possibilité de prendre un poste avec un diplôme étranger dans certaines conditions et au bout d'un certain temps à travailler, avoir des possibilités d'obtenir des autorisations d'exercice. Je ne sais pas, en fait, les réglementations sont propres à chaque pays, des fois à chaque province ou chaque État, et il faut se renseigner. Mais de base, non. Le diplôme français est reconnu dans l'Union européenne et c'est déjà pas mal. Alors pour le coup, je suis une geek depuis mes études et en dentaire, nous étions beaucoup. Bah ouais, ça m'étonne pas. Personnellement, j'ai failli rater quasiment mon internat et tout parce que je jouais trop à l'ordinateur. Comment se motiver à bosser les cours en ligne de radio, intersocle en PLS? Motive-toi de cette façon. La plupart des autres spé n'ont pas la chance d'avoir des cours de qualité en ligne et les cours faits par la SFR et par le Collège national des enseignants de radiologie sont exceptionnellement bons par rapport à ce que tu as dans d'autres spécialités. Alors oui, il y a peut-être des trucs qui sont plus chiants que d'autres, mais franchement, fais-toi du mal. Donne-toi 1 heure ou 2 à tel moment ou tel moment. Ou alors essaye de les faire si tu es en stage et que tu as un moment où tu es peinard, essaye de te poser, d'avancer dessus. Mais vraiment, il faut que tu profites de ces trucs-là parce que beaucoup de gens seraient très heureux d'avoir accès à des cours de bonne qualité. Qu'est-ce que je fais comme geste en tant que radiologue? Enfin, une question personnelle. Qu'est-ce que je fais en tant que geste? Moi, je fais actuellement au quotidien, je fais toutes les infiltrations ostéo-articulaires, périphériques, périnerveuses, autour des muscles, des tendons, guidées par échographie, par scanner, par radio. Il y a quelques gestes que je fais que sous certaines conditions, par exemple les infiltrations à plus haut risque, comme les infiltrations cervicales ou foraminales. D'ailleurs, j'ai pris une assurance spécifique pour ça. Je ne fais pas d'éco-chirurgie. D'ailleurs, c'est un peu des choses à la limite avec la chirurgie. Il y a des problèmes réglementaires pour ça, comme par exemple les opérations de canal carpien sous radio, sous échographie. C'est un peu particulier. Et j'ai fait à l'hôpital, mais je n'en fais plus, des gestes plus lourds qui sont en fait vraiment à faire au CHU et dans des services spécialisés où il m'aurait fallu plus d'expérience pour en faire, comme par exemple les ablations de tumeurs, les biopsies d'organes profonds, ça je pourrais à la rigueur, mais j'ai pas de demande pour en faire à la clinique.
Les embolisations, ce genre de choses, je n'en fais pas. J'en ai fait un petit peu quand j'étais interne, mais j'en fais pas. Voilà. Pourquoi c'est un problème d'éco-chirurgie ? Parce que vous volez le travail des chirurgiens. Et un chirurgien va vous dire que vous pratiquez illégalement la chirurgie. Il va pas être content. Non, ça, c'est très particulier, au cas par cas, gestes que vous êtes autorisé à faire et pas faire, etc. Que penses-tu du niveau des médecins formés à l'étranger lors de leur retour en France ? Faut pas faire de généralité. A priori, sans vouloir faire le malin, les médecins français formés en France ont un niveau qui est globalement bon, compte tenu de nos comparaisons à l'international. Il y a des choses sur lesquelles on est moins bon, il y a des choses sur lesquelles on est meilleur à différents moments de notre cursus. Si on veut se comparer aux autres pays très développés, si vous comparez à des internes de Canada, des internes de Suisse, des internes d'Angleterre, des internes des États-Unis, du Japon, ils ont souvent une base théorique et un cadre d'apprentissage qui est plus strict et plus carré que le nôtre. Mais je pense que le niveau actuel des médecins qui sont actuellement formés en France, on n'a pas vraiment à rougir face à ces gens-là. Si on compare par rapport à qu'est-ce qu'on entend par l'étranger, est-ce qu'on entend les autres pays de l'Union Européenne, est-ce qu'on entend les pays d'Europe de l'Est de l'Union Européenne ou non, est-ce qu'on entend les pays d'Afrique du Nord, sachant qu'il y a des pays d'Afrique du Nord qui ont un passage obligatoire pour leur interne en France, je pense à la Tunisie en particulier, les Algériens, les Marocains, je suis pas sûr. Bon, je pense que dans tous ces pays-là, on peut former des bons médecins, mais clairement, il y en a où l'accès à une formation de bonne qualité est plus difficile, plus, on va dire, au piston, moins égalitaire, moins au mérite, et que ça se ressent sur une grosse hétérogénéité de niveau. J'ai pas envie qu'on me cite là en train de dire ah ouais, les médecins roumains sont pas bons, les médecins algériens sont pas bons, c'est pas vrai, je pense pas ça, mais oui, en tout cas je pense que le niveau des médecins français est globalement bon par rapport à l'international. L'intégration d'algorithmes d'apprentissage en radio reconfigure-t-elle les décisions sur diagnostic ? Bon, je ne suis pas exactement sûr de comprendre ce que tu entends par là, décisionnel diagnostic. Actuellement, ce qu'on constate sur les trucs qui sont très utilisés en routine, c'est qu'il y a un risque de perte de compétences quand on met un outil qui fait le travail à la place du médecin dans ses mains. Je pense en particulier aux gens qui ne sont pas radiologues, parce que les radiologues sont quand même toujours obligés de faire leur compte-rendu eux-mêmes plus ou moins, et ils savent qu'ils doivent quand même faire cet effort, mais quand vous mettez par exemple un outil de détection de fracture dans les mains des urgentistes aux urgences, la plupart ne regardent plus la radio, ils regardent juste le résultat de l'IA parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ils perdent quand ils se désactivent, quand on a eu des pannes de glimmer aux urgences à l'Hôtel-Dieu, on a eu des urgentistes, des internes aux urgences, surtout des plus jeunes en fait, moins les médecins chevronnés, qui arrivaient en PLS et qui étaient là « Oh, ça marche plus, comment on fait ?» Voilà, parce qu'en fait, ils ont perdu la nécessité de regarder eux-mêmes. Donc, il y a un risque de perte de compétences. Par contre, pour ce qui est de la décision, ça apporte un réel bénéfice en matière d'être systématique, dans le fait de moins rater de choses. On est plus sensible grâce à ça. On a aussi tendance à demander plus d'examens en complément, parce que quand l'IA a dit un truc qui était faux, on a tendance à avoir plus d'hésitation à la contredire quand même. Donc voilà, c'est des outils qui sont puissants mais qui peuvent avoir des gros impacts sur notre capacité à travailler de façon indépendante. Et personnellement, quand j'utilise des outils comme ça, et j'en ai pas beaucoup au quotidien là où je travaille parce que ça coûte des ronds et qu'on n'en a pas, les trucs de détection de fracture, en fait, il faut le regarder après avoir regardé soi-même la radio. D'abord, on regarde la radio, on prend une décision, on regarde ce que dit l'outil d'IA, et s'il y a une discordance, on réfléchit à ce moment-là. Si vous faites dans l'autre sens, vous allez faire des conneries. Et vous allez trop vous laisser influencer, et aussi vous allez perdre cette capacité de prendre votre décision vous-même. Les outils pour la détection automatique de nodules, par exemple, c'est hyper agréable parce qu'on gagne beaucoup de temps pour les nodules pulmonaires. Par contre, il faut systématiquement rechercher les nodules quand même vous-même, parce que des fois c'est moins sensible pour certains types de nodules, et il faut juste connaître en fait les limites de votre outil et ne jamais entièrement se reposer sur lui. Les outils qui sont pas là pour de la détection, mais qui sont là pour automatiser des tâches casse-couilles, comme des mesures, c'est génial. Il n'y a aucun inconvénient à ça. D'accord ? Moi, en imagerie ostéo-articulaire, j'ai besoin d'avoir des mesures bien faites, de façon reproductible pour certains trucs.
et ça m'aide à me gagner énormément de temps, surtout que je travaille sur une console qui est pas très pratique pour les mesures bêtes d'ostéo-articulaire, mesures d'angle par exemple sur les bassins, les hanches, etc. Les mesures de podométrie, c'est génial, parce que le machin, une fois qu'il est bien programmé, il repère bien les choses. Juste, votre seul boulot dans ce cas-là, c'est de regarder le reste de la radio, pas que les mesures, bien sûr, et de vous assurer que les radios ont été bien faites. Parce que si la radio a été mal faite, l'outil va essayer de faire les mesures quand même, il va pas dire « Oh, la radio, elle est pourrie », il va juste faire les mesures quand même, et les mesures seront fausses. Mais à part ça, ça fait gagner du temps, c'est génial. Donc voilà, ça dépend des outils. Bonjour. Hein, c'est facile de trouver un travail comme infirmier au Canada. J'en ai aucune idée, je suis pas canadien. D'instinct, j'ai envie de te dire oui, parce qu'il y a besoin d'infirmiers partout dans le monde, mais en vrai, j'en sais rien. On nous a volé la coro alors. Alors, à qui tu parles de quoi? De la radiologie? Oui, voilà, on nous a volé. Mais de toute façon, les radiologues, c'est les bonnes poires. On forme les gens pour qu'ils nous volent ensuite. Non, mais on sait. Toutes les techniques guidées par imagerie à la base, c'est fait par les radiologues et ça a été mangé par les autres. Mais t'inquiète, on peut se venger un peu. Si tu veux aller faire chier les urologues, par exemple, tu peux faire de l'embolisation de prostate. C'est hyper dur, donc tu n'auras jamais un urologue qui va se casser les couilles à apprendre à faire ça parce que c'est très différent de leur métier. C'est hyper technique. Bon, par contre, tu dois passer 5 ans à aller t'entraîner à faire de l'embolisation de prostate, mais après, tu pourras avoir le plaisir de voler le travail des urologues. Qu'est-ce que je pense de la baisse des forfaits techniques et quels sont les impacts? Je pense que c'est une énorme connerie, que c'était une mesure populiste juste utilisée par l'assurance maladie pour faire des économies. C'est facile de la faire passer en mode populiste parce que lol, regardez ces vilains médecins rentiers, on leur vole de l'argent, ils l'ont bien mérité, c'est des sales riches. Mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de dépassement d'honoraires, donc plus de reste à charge pour les patients. C'est-à-dire moins de nouvelles machines, des méthodes diagnostiques moins bonnes, moins de temps en machine pour chaque patient. C'est un retour en arrière. En fait, c'est juste une diminution de la qualité de la prise en charge des patients payés par l'État. Donc, soit ça va coûter plus cher aux patients, soit ce sera moins bien. Voilà. Quasiment tous les centres qui ont été impactés par les baisses de forfait technique, donc la totalité des centres qui font de l'imagerie lourde, donc tous les centres de radio qui servent à quelque chose, ont augmenté, s'ils en avaient la capacité, leur dépassement d'honoraires, ou modifié leur pratique. C'est juste pas bien. Voilà. Mais c'est de mettre moins d'argent dans la santé, quoi. Est-ce que ça risque de faire diminuer la rémunération des radiologues? Oui, mais c'est ce que j'avais déjà expliqué dans mes vidéos sur le sujet. Sur YouTube. Sur YouTube, c'est une question de business à ce stade. On n'est plus on n'est pas dans la médecine, on n'est pas dans la morale, on n'est pas dans ci ou dans ça. Quand vous avez quelqu'un qui est habitué du fait de son travail d'avoir un certain niveau de vie, ou quand vous avez une entreprise, parce que c'est des entreprises avec des salariés et tout, qui a besoin d'avoir un certain niveau de rentrée d'argent pour maintenir sa rentabilité et maintenir la rémunération de ses dirigeants et maintenir la fiche de paye de ses employés et de payer ses charges, si l'argent diminue à l'entrée, elle va chercher par tous les moyens à le faire remonter d'une autre façon. Est-ce que la première façon de faire, ça va être on va baisser la rémunération des dirigeants? Je vous laisse deviner la réponse. Non. Mais oui, il y a peut-être des radiologues qui vont moins se payer, ou qu'il y aura moins de dividendes parce que l'entreprise est moins rentable. C'est vrai. Mais surtout, ça va avoir un impact sur ce qui va être, ça va être un impact sur les patients, quoi. Après, vous savez, c'est pas nouveau, hein. La radiologie, on se fait baisser nos cotations en boucle depuis 2005. Et même avant. Je pense quoi de l'interventionnel pour l'avenir? Je pense que l'interventionnel en radiologie, c'est génial. Je pense que ça a beaucoup d'avenir. Je pense que c'est beaucoup moins exposé pour les gens qui sont inquiets à ce sujet-là, à l'IA, parce que c'est de la chirurgie, en fait. Je pense que c'est des alternatives, souvent, ou voire des remplacements de chirurgie plus délabrantes, dans beaucoup de situations. Je pense que c'est génial. Vous êtes un chirurgien et en plus vous savez lire des images, c'est trop bien. Non, je rigole. Les chirurgiens savent souvent très bien regarder les imageries qui les concernent. Par contre, si vous avez commencé la radiologie, que vous aimez le diagnostic et que vous dites je vais me mettre à devenir radiologue interventionnel, vous allez tomber des nues. C'est un métier qui est très différent. La radiologie interventionnelle pure, moi je fais surtout du diagnostic avec du petit interventionnel et j'adore ça. Mais la radiologie interventionnelle avancée, c'est une vie différente. Vous êtes un chirurgien. Vous faites un peu d'imagerie diagnostique, mais vous êtes surtout un chirurgien, quoi. Donc c'est pas le même métier. Bon allez,
Vraiment la dernière question là. ¿Tú por qué te s'abonner sur YouTube? C'est quoi le salaire moyen public versus privé d'un radiologue débutant? Je peux pas répondre à cette question. Alors, qu'est-ce que tu entends par radiologue débutant? Un interne? Un jeune chef? Un radiologue, un PH, genre un mec qui vient de s'installer à l'hôpital en tant que praticien hospitalier versus quelqu'un qui est à temps partiel ou à temps plein? Jeune chef. Bah, déjà, quand tu es jeune chef, tu gagnes actuellement en France, les rémunérations elles sont publiques. Je crois que tu gagnes un petit peu moins de 3 000 € et tu montes à un peu plus de 3 000 grâce aux gardes. Tu gagnes significativement plus en remplaçant dans le privé, juste en remplaçant. Tu gagnes plus d'argent dans le privé que dans le public, c'est sûr. Ça peut être... Mais c'est aussi les charges et tout ça. Alors oui, non, mais après, bien sûr, il y a une différence entre simplement avoir à lire sa fiche de paye et cliquer sur le bouton payer les impôts à la fin de l'année, que de devoir se taper la comptabilité et de se rendre compte que tout cet argent qui rentre dans ma poche, il y en a 70% qui disparaît. Ça, c'est un petit peu désagréable, mais oui, on gagne plus d'argent en privé qu'en public. Donc, par contre, on ne travaille pas non plus avec le même rythme en général. On a des responsabilités qui sont différentes, un mode d'exercice qui est différent. Voilà. Moi, j'aime bien le fait que ça bouge et que ça aille vite, et j'aime bien là, mon exercice dans ma clinique avec ma petite demi-journée ou journée à l'hôpital. Moi, j'aime beaucoup ça. Bon, est-ce que j'ai répondu à ta question, Machensky? Est-ce que j'ai répondu à ta question? 10K à 15K mensuel. Alors, on va dire net avant impôt, on va dire un truc comme ça. C'est comme ça qu'on envisage le salaire. T'es dans une fourchette qui est effectivement relativement raisonnable. Ouais. Après, t'as des énormes disparités de revenus en fonction de ta situation, de ce que tu fais, de comment tu valorises ton exercice, de si tu es à temps partiel, à temps plein, si tu es collaborateur, associé, si tu as fondé une structure, si tu as fondé une structure il y a 30 ans et que tu l'as revendue à un groupe financier, c'est pas la même chose. Confirmes-tu que la majeure partie des médecins sont condescendants et hautains? Bah, je vous laisse juger, est-ce que je suis condescendant et hautain? Bon. Tu n'as pas l'air de l'être pour ta... Écoute, ça me fait plaisir. Après, il y a déjà des gens qui m'ont dit que j'étais condescendant, que j'étais un connard. Non, mais je pense que tout le monde vous le dira un jour. Tout le monde a un mauvais jour aussi. On a tous des mauvaises journées aussi. Donc n'oubliez pas, quand vous voyez un médecin qui est un connard avec vous, bah, c'est un connard peut-être. Mais bon, est-ce que vous êtes toujours super sympa? Des fois, c'est juste le mauvais jour d'une personne. Des fois, c'est un gros con. Il faut plusieurs points de données pour savoir. Les commentaires sur Google ne sont pas fiables, mais ça peut donner une idée. Bon allez, ça suffit les conneries. J'espère que ça vous a plu. Puis on en fera d'autres des lives. Peut-être que ce serait sympa que vous... Ouais, moi j'ai bien aimé, c'était rigolo. Peut-être pour un prochain live, à une date indéterminée à l'avenir, on va mettre un petit post pour que les gens mettent des questions, non? Un truc comme ça? Pour qu'ils mettent des questions à l'avance, non? Oui, mais il faut qu'ils les mettent. Sur un thème. Les questions sur la vidéo. Oui, Parce bah qu'après, oui, ils oui, le problème c'est que si vous mettez pas des commentaires dans mes vidéos où je demande des questions, ça marche pas quoi. Ce serait super d'avoir d'autres spé si possible. Ah bah oui, mais moi je peux pas changer en fait. Je peux demander avec des potes à moi, mais la plupart de mes potes sont radiologues parce que je suis autiste. Sinon, non, je suis pas autiste, c'est pas vrai. Et en plus c'est pas bien de dire ça parce que être, comment on dit, ne pas être normal, comment on dit les gens qui sont autistes, de façon politiquement correcte, qu'on n'est pas autiste. Non, c'est pregúntales. Non, ça c'est pas gentil. C'est vrai, c'est pas gentil ce que j'ai dit. Exactement, voilà, je suis neurotypique. Je crois que je suis neurotypique, plus ou moins. Ma tante elle dit ça. Oui, neuroatypique. Neuroatypique ou neurodivergent. Merci. Alors, anapathe, j'ai des collègues. Bah oui, j'ai mon papa. Mon papa il est anapathe. Et ma mère est dermato. Ma maman est vachement plus à l'aise sur une caméra que mon père, je pense, mais il y a peut-être moyen. Non, elle est pas médecin. Non. Elle est spécialiste en réseaux sociaux.
des tips pour bien s'installer en tant que radio, bah là franchement, Tú voulais savoir aussi. j'aimerais bien les avoir aussi. Comment vous faites pour pouvoir vous associer à Paris Égalité dans une structure